bonjour à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce léger retard, on a eu un petit problème de connexion, mais c'est en train de se régler. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la série dédiée au retour d'expérience industrielle sur des technologies innovantes. L'objectif de la série, c'est d'aller au-delà du discours marketing pour offrir un retour sans filtre, sans langue de bois sur ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne moins bien. Aujourd'hui, c'est un enjeu prioritaire que l'on aborde, c'est l'ergonomie au service de la performance industrielle. En effet, dans un contexte où la compétitivité industrielle repose de plus en plus sur la qualité des conditions de travail des opérateurs, on se rend compte que l'ergonomie devient un enjeu essentiel. Réduction de la pénibilité, prévention des TMS, mais aussi attractivité de la filière. Ce sont des enjeux qui nous poussent à tester de nouvelles solutions pour améliorer la qualité de travail des opérateurs sans pour autant réduire la productivité. Parmi ces solutions, on a les exosquelettes, on a les aides à la manutention, on a les systèmes d'assistance physique. Mais ces outils, même s'ils suscitent beaucoup d'intérêt, on voudrait voir quelles sont vraiment la réalité sur le terrain, quelles sont les retombées réelles pour les opérateurs, mais aussi quels bénéfices et quelles limites ou contraintes d'usage. C'est aujourd'hui à ces questions qu'on nous allons tenter d'apporter des réponses à travers deux retours d'expérience concrets. Les intervenants avec nous aujourd'hui sont Sylvain Guerrier, responsable études produits process au sein du groupe Gruo. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Sylvain, tu nous présenteras un retour d'expérience sur un test d'exosquelette que vous avez fait au sein du groupe Gruo. Tu reviendras sur le contexte de sa mise en place, les enseignements tirés de ces essais et les perspectives envisagées chez Gruo. Et avec nous, qui tente de nous rejoindre, on a donc Christophe Charlet, Head of Methods and Technologies, et Thibaut Arnoux, ingénieur IP méthode au sein du groupe Classe. Donc voilà, ils ne sont pas encore présents avec nous aujourd'hui, mais ça ne va pas tarder. Ils vont nous faire une présentation des différents outils de manutention présents sur le site de production du Mans. Ils partageront avec nous les raisons de ces choix, les impacts observés sur les opérateurs et aussi les enseignements tirés de l'intégration de ces différents outils. Pour rappel, ce webinaire, il s'inscrit donc dans une série de rendez-vous qui donne la parole aux industriels du réseau sur l'intégration concrète des technologies. On a déjà eu un webinaire qui s'est déroulé il y a quelques semaines maintenant sur l'utilisation de la réalité augmentée et la réalité virtuelle dans l'industrie, qui est disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et dans l'année à venir, on aura aussi d'autres séries de webinaires sur d'autres technos comme la cobotique ou sur le transport automatisé avec des retours d'expérience mis en place d'AGV, d'AMR. Donc voilà. Notre ambition sur ce type de webinaire, c'est vous donner des retours d'expérience objectifs, utiles et transposables chez vous sur vos propres problématiques industrielles. Pour rappel, le webinaire, il déroulera sous la forme d'un échange. Moi, je vais échanger avec nos différents intervenants, mais n'hésitez pas vous aussi à poser des questions dans le chat. Moi, de mon côté, je me ferai un plaisir de vous relayer ces questions à nos intervenants. Et à l'issue de ce webinaire, on aura un court questionnaire que l'on va vous diffuser. N'hésitez pas à nous faire un retour, c'est important pour nous pour adapter le contenu de ce format. Voilà pour cette petite présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Sylvain pour une présentation du groupe Gruo, mais surtout une présentation de la mise en place d'exosquelettes chez Gruo, le test et les essais. Rebonjour Sylvain, et puis je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, le groupe Gruo, donc on est un groupe présent en France, un groupe de 135 ans d'histoire, un peu plus de 135 ans d'histoire. Euh, la raison d'être du groupe et de ses filiales aujourd'hui, c'est d'apporter des solutions de mobilité pour faciliter le quotidien de tous les professionnels, que ce soit les métiers de la bouche ou les professionnels qui apportent aussi de la liberté aux personnes à mobilité réduite, le personnel qui soigne et sauve des vies. Voilà, on intervient dans de nombreux domaines aujourd'hui sur des véhicules qui vous entourent.
dans la vie de tous les jours. Donc Gruo, c'est un constructeur carrossier, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Aujourd'hui, on est, on a plusieurs métiers présents dans l'entreprise, que ce soit partie fabrication et supply chain. Euh, on est structuré de la partie euh, des métiers de l'innovation jusqu'au métier de la prévente pour pouvoir proposer à nos clients euh, une solution qui leur est adaptée en fonction de leurs besoins. Alors effectivement, on a un peu plus de 135 ans d'histoire puisque la société a été créée en 1889. Le siège social se trouve à Laval. Aujourd'hui, dans le groupe, nous sommes un peu plus de 1500 collaborateurs. Et puis, on est présent en France avec nos 9 filiales notamment, et aussi en Europe puisqu'on est présent en Pologne et en Italie notamment. L'année passée, on a réalisé un peu moins de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente plusieurs milliers, dizaines de milliers d'aménagements, autour de 40 000 effectivement, et ce avec nos 20 lignes de produits qu'on va pouvoir découvrir par la suite. Donc voilà, sur un quart de la France, ce que ça donne. Donc on a nos 9 filiales qui sont présentes en France. Et puis, on s'appuie sur un réseau de distribution, 100% Gruau, où on a des distributeurs qui sont agréés, carrossiers et monteurs pour le groupe Gruau, dans toute la France, répartis dans toute la France. Voilà. Alors, les différents produits que l'on fait, ou différentes lignes de produits que nous avons, la première, l'une des lignes de produits, c'est le transport de personnes, pour les personnes à mobilité réduite. On a plusieurs typologies de véhicules. Là, vous avez 3 visuels sous les yeux. Les 2 premiers visuels constituent une solution pour le TPMR dit collectif, en fait, hein, pour le transport de personnes à mobilité réduite collectif, qui se présente sous 2 formes. L'accès au véhicule se présente sous 2 formes, l'une avec un haillon et l'autre avec une rampe. C'est plutôt manuel, ce qui permet d'introduire les fauteuils par l'arrière des véhicules et ensuite de venir les ancrer et puis fixer la partie ceinture de sécurité également. Donc, qu'est-ce que fait Gruau? Comme vous le comprenez, on aménage l'ensemble du véhicule qui arrive en fourgon nu, vitré, et nous venons mettre un plancher, un haillon ou une rampe d'accès, des fauteuils également, puisqu'on met à disposition des fauteuils sur ce produit. Et on met aussi des places, on prédispose des places pour ancrer des fauteuils roulants. Voilà, ça c'est pour la partie collective. Et sur la droite, le plus petit véhicule que l'on a sur un Citroën Jumpy par exemple, ou un Peugeot Expert. Donc là, la solution, c'est de toujours pouvoir mettre un fauteuil roulant à l'intérieur du véhicule. Par contre, elle diffère des véhicules collectifs, puisque là, on vient découper le plancher du véhicule afin de venir y installer un caisson adapté au véhicule et une rampe d'accès pour le fauteuil roulant. Voilà, pour faire assez bref. J'ai- On a volontairement mis en avant cette typologie de véhicule parce que c'est sur cette ligne-là que va aborder après le test, je crois, Tout des à fait. solutions Tout à fait. d'exosquelette. C'est le troisième visuel sur votre droite, le dernier produit que j'évoquais sur les Peugeot Expert. Alors là, en l'occurrence, c'était un Toyota ProAce, mais qui fait partie de la même base. Voilà. Donc voilà, c'est pour que vous ayez en tête après tous nos échanges, c'est sur ce type de véhicule que finalement c'est axé ce test et ces essais. Je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la catégorie véhicule spécifique. Alors,
on fait, si c'est bien d'aborder, puisqu'on fait, on a des lignes de produits euh, qui sont adaptées aux besoins du client et au volume. Donc, on a des produits standards qu'on commercialise, mais on traite aussi et on propose à nos clients des véhicules spécifiques avec des aménagements bien particuliers, comme vous pouvez le voir sous les yeux. L'un des visuels, on a l'intérieur d'un véhicule qui a été aménagé pour un opticien, notamment. On a des bibliobus, on a un food truck qui a été aussi aménagé. Voilà, on sait aussi faire du sur-mesure et s'adapter. Très bien. Merci Sylvain pour cette présentation de Gruo. Volontairement, on va pas aborder toutes les spécialisations du groupe Gruo, même si voilà, on a vraiment focusé là sur une partie de votre savoir-faire, mais il y en a plein d'autres. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur finalement un essai que vous avez réalisé. Et cet essai, donc c'est sur le retour sur le déploiement d'un test d'exosquelette. Est-ce que tu peux nous redire, c'était il y a combien de temps maintenant ce test? Donc on est en 2025. De mémoire, il a été initié il y a un an et demi. D'accord, ok. Donc assez récent quand même. Euh, oui, assez récent. Un an et demi, 2 ans. Oui, un an et demi. Globalement, alors pourquoi on s'est posé ces questions-là? Puisque initialement, le véhicule pour les personnes à mobilité réduite que vous avez vu précédemment, on les faisait de manière industrielle, mais en box, hein. C'est-à-dire que le monteur prenait son véhicule, démarrait l'aménagement et le terminait. Il faisait l'aménagement de A à Z avec un aménagement qui variait entre 40 et 60 heures. Euh, donc il y avait un temps de fabrication entre 40 et 60 heures, pour être un peu plus explicite. Et suite à une sollicitation d'un constructeur, il a fallu qu'on crée une ligne de fabrication dédiée, où là, on était en poste et le véhicule passait de poste en poste. Euh, donc, on augmentait assez drastiquement la cadence, même si ça reste une cadence très faible pour certains. Mais 2 véhicules par jour, ça commence à être beaucoup pour nous, surtout sur ce type de produit, puisque le temps de fabrication était estimé à une quarantaine d'heures sur le produit, en l'occurrence, identifié pour le client constructeur. Et donc, on s'est posé des questions par rapport à l'ergonomie, puisque les monteurs allaient passer beaucoup de temps, ou passent beaucoup de temps aujourd'hui, les bras en l'air. Donc, effectivement, on a mis en place cette ligne de fabrication en se posant les questions et en essayant de regarder de manière objective comment on pouvait leur apporter une aide. Sachant que moi, ça faisait déjà quelques années, je dirais entre 4 et 5 ans, donc j'avais rencontré une assistance d'aide au bras en l'air via les exosquelettes, plus communément appelés. Et donc, du coup, je me suis engouffré sur cette solution et puis j'ai pris des contacts avec les différents fournisseurs. Donc, les postes concernés, pour rappel, aujourd'hui, sur l'un des postes, on passe beaucoup de temps, les bras en l'air, pour démonter les suspensions, transmissions, roues. Donc, on porte et on est dans un environnement euh, qui, qui est assez encombré. Et, Voilà. Ça, c'est euh, le premier test que nous avons fait. Et suite à ce test-là, on en a effectué un autre sur une autre ligne de produit où l'encombrement était beaucoup plus aisé d'accès ok, et qui était fait pour du perçage uniquement. ok. Et donc là, pas sur la ligne TPMR, mais sur Pas une du ligne, tout. ok. Une Sur ligne de quel type fabrication de... des fourgons grand volume. D'accord. Donc Donc on type a une, véhicule spécifique qu'on a vu préalablement Non, pas ou du même tout. pas? Fourgon grand Ok, volume. Si vous avez tous loué un camion pour effectuer un déménagement, ben, c'est typiquement ça le fourgon grand volume. C'est ok. on prend une base de plancher cabine ou de châssis cabine sur lequel on vient mettre une caisse avec des panneaux, un Mhm. plancher, des panneaux et Ouais, un. ok.
Donc là, un petit retour sur comment vous avez expérimenté du coup ce test d'exosquelette. Alors, comment on l'a expérimenté? Donc, on a identifié des fournisseurs. Donc, on a fait une pré-consultation avec l'ensemble des fournisseurs, ce qui nous a permis en ayant un groupe de travail, bien entendu, euh, de divers métiers, puisqu'on avait notre infirmière, notre responsable hygiène sécurité, un technicien de fabrication, un monteur, le responsable de fabrication, un méthodiste qui était présent. Et donc, ça a permis à partir de ce groupe de travail, de recevoir les différents fournisseurs dans un premier temps, ce qui a permis de faire des essais. Et en parallèle de ça, on a également sollicité la SATM pour avoir un regard extérieur. Et ça tombait bien parce que eux avaient peu de recul sur l'utilisation des exosquelettes, peu ou pas de recul. Donc, ils étaient intéressés pour faire une étude globale sur toute la ligne, une Ok. étude d'ergonomie. Et donc, dans cette étude d'ergonomie, ils ont fait un focus sur l'utilisation de l'exosquelette à un moment donné, ce qui nous a permis d'avoir leur retour. Ok. Dans votre groupe de travail, vous aviez aussi des opérateurs qui du coup testaient l'exosquelette avec du coup, des retours, j'imagine, de terrain, ou c'est le responsable de prod qui faisait office de retour terrain. Non, 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 non. C'est le monteur directement qu'on a D'accord. impliqué dès le départ, Mhm. qui a testé tous les exosquelettes des fournisseurs. Ok. Alors, quand on dit tester, c'est lors d'une séance pratico-pratique d'une heure, hein. Ça n'a pas été testé pendant des semaines, puisque Mhm. les fournisseurs sont pas très enclins à prêter leur exosquelette. Ok. Euh, donc, on est obligé d'en acquérir un à un moment donné. Et D'accord. donc, quand on l'achète, eh bien, il faut faire le choix au préalable du fournisseur. Ouais, bien sûr. Ok. Ok. Voilà, Donc ça, c'est les fournisseurs que vous avez sollicités dans le cadre de cet essai. tout à fait. Du coup. Les quatre fournisseurs que nous avons identifiés, donc HMT, Exos, Gobio et Ergo France. Sachant que Gobio et Ergo France se sont déplacés sur notre site. Mhm. Exos ne s'est pas déplacé, on s'est déplacé lors d'une séance de démonstration. Ok. Et HMT ne s'est pas déplacé non plus parce que c'était pas dans leur façon de travailler jusque-là. Ok. Ils sont basés dans le sud de la France. Mhm. Donc aujourd'hui, à l'époque, ils ne se déplaçaient pas pour prendre leur exosquelette. Ok. Néanmoins, Donc, j'ai eu une assistance et un échange. On a eu le groupe de travail et un échange en visioconférence, ok. mais ce qui n'était pas suffisant, selon nous. Ouais, ouais, non. Donc Voilà, sur les quatre sollicités, les quatre fournisseurs, seulement deux en conditions réelles. Donc exactement. 50%. Ouais. C'est assez peu finalement pour prendre une décision. Enfin, je comprends que prendre une décision alors que vous n'avez pas essayé la solution dans des conditions réelles, ça peut être assez réticent. Ça peut Oui et être un non. frein. Oui Ok. et non, parce que ceux que nous avons peu ou pas essayé, celui du HMT, on pressentait qu'il allait pas forcément être adapté à notre usage. Euh, Mhm. Notamment soit l'usage, euh, soit ce qu'on avait mis en avant notamment, c'est le côté, effectivement, sur HMT, il est très léger, mais sa robustesse était mise en cause, même si on ne l'a Ok. pas testé, effectivement. Ok. Euh, Exos, en fait, c'est un exosquelette qui est pas du tout adapté à l'industrie. Il est plutôt Ok. adapté, et on le voyait bien sur le stand de démonstration, hein, à des paysagistes, notamment, qui utilisent Ok. ce type de produit, qui pourraient utiliser ce type de produit, à des personnes qui entretiennent les jardins Ouais. paysagers et autres. Ouais, ok. Alors que Donc les c'est deux c'est pas autres, le même milieu. Ouais. Pas le même milieu professionnel non, d'utilisation pas du tout, pas chez du Exos. tout.
alors que chez Gobio et Ergo France via le produit Mate, ce sont des produits qui sont adaptés pour l'industrie et qui sont déjà présents dans le milieu industriel. Euh, Mhm. et notamment Mate, cet exosquelette a été développé pour le constructeur Fiat, qui D'accord. était une filiale d'ailleurs de mémoire du constructeur Ok. Fiat. Donc quelque chose déjà éprouvé dans le milieu industriel, quoi. Ouais, et puis dans le milieu automobile, donc ça aurait, enfin, ça peut donner ça peut rassurer C'est ça, d'une part. Ok. c'est ça. Et ensuite, pourquoi plus l'un que l'autre, peut-être? Peut-être, ouais. Euh, Dans le ressenti de l'opérateur, avec l'exo Gobio, il sentait que la partie ailette sur l'arrière, euh, comme on le voit sur la photo, pas facilement, mais était assez encombrante et il a accroché sous le véhicule plusieurs fois dans les pièces. Ok. Euh, et l'avantage de Ergo France avec le produit Mate, c'est que en plus d'avoir une assistance bras en l'air, il y avait un maintien du bas du corps, ce qui évitait de faire de mauvais mouvements avec son corps. Avec son buste. Ok. Son buste. Ouais. C'est pour ça qu'on a écrit triple protection du corps au niveau des rotateurs, du bassin et des lombaires. Ok. Donc on s'est dirigé Et, vers ce choix. et le point de vue de la SATM sur du coup les différents tests, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de leur côté? Ils n'ont pas participé à ces tests-là. Ok. Ils ont juste participé une fois qu'on avait fait le choix de l'exosquelette et qu'on l'a mis en place sur la ligne de fabrication. Ok. Et leur retour, donc suite à votre choix d'Airco France, ils ont trouvé ça positif. Alors eux, l'étude de la SATM, elle est strictement autour de l'analyse ergonomique. Ok. Euh, L'analyse du poste en lui-même. Exactement. Comment le monteur travaille dans son environnement. Ils Mhm. n'ont pas apporté de commentaires et de jugements Ok. sur l'exosquelette. Ils sont Ok. restés objectifs. C'est en comparant, pardon, euh, les mêmes opérations avec et sans exosquelette. Ils ont Ok. fait ce travail-là Et vous, ça qui vous a a été permis. utile après pour le choix ou enfin comment vous êtes basé, comment vous êtes servi de cette étude? Enfin, est-ce que ça vous a servi après? Oui, ça nous a servi puisqu'on l'a retiré de la ligne de fabrication de l'exosquelette. Ok, d'accord. Bon, Voilà. on va peut-être en parler là dans cette nouvelle slide. Ok. Donc vous l'avez testé Euh, pendant quelques semaines. ouais, on l'a testé pendant, je ne sais plus, 2 mois. 2 mois. Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'on l'a retiré hein, de la ligne de fabrication, de la ligne Mhm. fabrication des véhicules TPMR, je précise, puisqu'il y a un autre endroit où on l'a mis en place. Donc, sur la ligne de fabrication des véhicules TPMR, euh, le point de vue que nous avions en disant le monteur passe beaucoup de temps les bras en l'air sur l'ensemble de sa journée. Il est effectivement vrai. Par contre, le monteur, il redescend aussi ses bras pour utiliser ses outils, pour aller chercher des pièces. Et en plus, l'environnement qui est assez restreint sous le véhicule est contraignant avec un exosquelette, il y a des pièces qui sont proéminentes et qui font que ben, on vient taper, on est gêné. Donc, si j'écoute les fournisseurs d'exosquelettes, il faut qu'il y ait une période d'adaptation. Effectivement, il faut qu'il y ait une période d'adaptation. Mais le Ok, monteur, qui était plutôt ouvert hein, au changement, c'est pour ça qu'on a travaillé avec lui, avait un peu de mal à à l'utiliser. Et puis, il y a des moments, sur les 4 heures d'aménagement qu'il fait dans sa journée, il y a des moments où il n'a pas besoin de l'exosquelette. Donc, il avait tendance à l'enlever. ok. Euh, Est-ce qu'il le remettait automatiquement dès qu'il avait besoin d'avoir les mains en l'air ou le non, réflexe? D'accord, ok. non, bah, le réflexe, c'est pas forcément de le remettre.
Ça, c'est Mhm. la première analyse. Et la seconde est venue de la SATM, qui nous a très surpris, très, très surpris. Pourquoi? Parce que, alors, leur analyse se fait avec prudence, hein, ils l'expliquent aussi, hein, euh, ils n'ont pas observé d'impact positif à l'usage d'un exosquelette sur le quotidien du monteur. Alors, c'est deux observations qu'ils ont faites, deux Mhm. fois 4 heures. Mais par contre, ils ont constaté que ça a augmenté le rythme cardiaque, D'accord. Ok. puisque notre monteur était équipé. Ok. Alors, comme on l'a écrit, hein, cet effet négatif, est-ce que c'est dû à la modification du schéma corporel de par l'exosquelette, puisque, OK, il permet une assistance bras en l'air, Mhm. mais il bridait le buste, que ça, c'est pas contraignant. Euh, Est-ce que le fait d'être observé aussi Bien joue un sûr. rôle ou pas? Bien sûr. Bon, L'acceptabilité finalement de porter un équipement qui n'est pas forcément commun, enfin, enfin, peut-être que ça a joué un rôle. Comment lui le percevait, le monteur, et est-ce il que... l'a pas senti. Ok, Il l'a pas senti. Par contre, il sentait à la fin de journée, à la fin de la journée, il sentait un peu moins de fatigue dans ses bras. ok, lui, dans ses sensations. C'est ça, ses sensations. Et, et est-ce que aujourd'hui, le fait que il n'est plus, enfin, du coup, vous l'utilisez plus, lui, le monteur, il le regrette de plus utiliser cet outil. Après, tu vas me dire peut-être que Non, pas nécessairement. pas Il n'a nécessairement, pas ouais. exprimé comme ça. Par contre, on l'a mis en place sur notre ligne de fabrication à- suite à une remontée d'une opératrice qui Ok. effectuait une cinquantaine de perçages sur la ligne fourgon grand volume, bras en l'air, Mhm. à hauteur d'épaule. Et donc, suite à un soin à l'infirmerie, on a proposé à l'opératrice de faire un essai de l'exosquelette qui s'est avéré positif. Ok. Pourquoi? Parce que déjà en termes d'encombrement, il n'y avait rien autour d'elle qui était contraignant, elle était debout face à un panneau. Donc il n'y avait aucune contrainte dans son environnement. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, elle a constaté d'elle-même qu'elle avait beaucoup moins de fatigue à la fin de sa journée dans ses bras. Et puis, elle a Ok. pris aussi le réflexe d'utiliser l'exosquelette pendant l'opération de perçage qui dure moins d'1 heure et donc moins de 2 heures dans la journée, puisqu'elle le fait 2 fois dans la journée. Ok. Mais à chaque fois, elle le met Allez. et elle en est très, très satisfaite. Ok. Et est-ce que vous avez eu besoin que le fournisseur, que Ergo France revienne sur site pour finalement changer l'utilité de l'exosquelette ou c'est vous qui On l'avez mis aurait en pu, place automatiquement? Vous l'aurez pu. Ok. on aurait pu, mais le méthodiste qui était dans le groupe de travail, qui a reçu la formation pour la mise en place de l'exosquelette, parce qu'il y a un peu de réglage, Mhm. euh, savait comment faire, et donc c'est lui qui a accompagné l'opératrice sur l'utilisation de l'exosquelette. Ok, merci. Ça répond à une question qu'il y a dans le chat de la part de Thierry de chez Delta Neo qui demandait est-ce que les exosquelettes sont facilement transposables à plusieurs opérateurs ou faut-il des réglages personnalisés à chaque changement de personne? Bon, bah, on voit qu'il faut des réglages Il y a des réglages. personnalisés, Oui, mais que si finalement si vous avez un méthodiste qui a suivi une formation sur un premier poste, il peut de lui-même faire ce changement et l'adapter à d'autres postes. Là, on tout à fait. voit que ça a Tout à fait. marché, on voit que ça a marché chez vous. Donc, Il y a deux choses je te coupe, Paul, il y a deux choses ouais, à vas-y, régler, vas-y. notamment sur celui que l'on a. C'est la taille, en fait, suivant la taille que l'utilisateur fait. On vient régler la hauteur
de la partie supérieure de l'exosquelette. Mhm. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le retour pour Ok, pouvoir supporter en fait le poids des bras. Certains plus musclés que d'autres ont besoin d'un peu plus de soutien que d'autres opérateurs. ok, Voilà, c'est ça qui se règle, et uniquement ça. C'est assez simple, autrement dit. ok. Et ben, merci. Et j'avais une question, moi, c'est par rapport du coup à la ligne TPMR. Donc, on a vu que la ce, le poids de celui-ci est une... Excusez-moi, je n'ai pas vu la question. Si, c'est bon. J'avais une question sur du coup la ligne TPMR. Vous n'avez pas adopté la solution d'exosquelette. Vous avez quand même adapté la ligne de production pour que les gens Oui, qui... Ouais. Et oui, de tout quelle à fait, manière, effectivement. C'est une bonne question, hein, on n'en est pas resté là. j'imagine. Euh, et puis, on a eu une étude complète de la SATM sur l'ensemble des postes, donc ce qui nous a beaucoup aidé aussi, d'avoir un regard extérieur, c'est intéressant. Et donc, on a mis des solutions en place pour aider les monteurs, pour soutenir le poids des objets. On avait déjà table élévatrice, mais à certains endroits, on a utilisé ce qu'on appelle, nous, dans le domaine de la carrosserie, des vérins de fosse, ce qui permet de soutenir sous véhicule facilement. On a favorisé aussi la rotation au niveau des postes, donc la polyvalence, Ok, pour éviter que la même personne ne soit, ne soit obligée de rester toute la journée sur le même poste. ok. Et ton point de vue aujourd'hui, si tu devais finalement donner des conseils suite à finalement ce test qui a été assez long finalement, avec enfin, plusieurs étapes, la SATM, le fait que vous n'ayez pas adopté, mais que vous ayez changé de l'utilisation de l'exosquelette sur une autre ligne. C'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? C'est avant de se lancer complètement sur l'adoption des exosquelettes, bien y aller par étapes, comme on a essayé de le faire, avec un groupe de travail multi-métiers, et puis y aller étape par étape, quoi. Ne pas déployer parce que nous, initialement, hein, quand on a vu cette solution, on s'est dit, mais c'est adapté à notre besoin, on va le déployer sur toute la ligne. Donc, on n'était pas loin de partir pour l'acquisition de plusieurs exosquelettes. On Ok, a freiné, nous, le groupe de travail, en disant non, non, on va en prendre un, on va tester. Donc, il faut y aller de manière prudente, et puis essayer de se faire son propre avis parce qu'il n'y a que nous qui connaissons, entre guillemets, notre environnement. Parce que les fournisseurs me disaient tous, hein, sans ah exclusion, oui, même s'ils étaient, certains disaient non, on n'est pas là pour vendre nos produits principalement, mais oui, tous disaient que l'environnement était adapté, qu'il n'y avait aucun impact sur le cœur. Bien au contraire, ok, ça soulageait. Voilà, on a eu euh, beaucoup d'arguments positifs. Donc mhm, ça allait dans notre sens. Sauf ouais, que finalement, sur le terrain, on s'est rendu compte que bah, il y a des contraintes du terrain. bien sûr. Euh, et Et donc, un essai d'une heure sur site, finalement, c'est pas ça donne pas suffisant. une bonne vision Ça, du quotidien des opérateurs. c'est ça, tout à Et fait. rien que l'exemple du fait que enfin, Gobio enfin, que quand l'opérateur tournait, il se prenait du coup des éléments de son environnement. Oui. Enfin, ça montre que. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu insister pour tester ces exosquelettes plus longtemps ou ils étaient vraiment fermés? Non, c'était fermé. Ok. Ouais. Bon. Très bien. Eh ben, merci Sylvain. Merci pour ce retour. Je vois que le temps tourne. On a commencé un petit peu en retard, donc on finira peut-être 5 minutes après-midi. Donc, enfin, restez parce que là, on a retrouvé et on a surtout trouvé nos amis de chez Classe. Je vous remercie, messieurs, d'avoir persisté et de vous être connectés. Donc, je me permets cette petite transition en effet, donc Christophe Charlet
et Thibaut Arnoux du site du Mans de chez Classe pour nous faire maintenant une présentation des outils de manutention qui sont déployés sur le site du Mans. Donc, messieurs, je vous laisse peut-être la main pour une petite présentation de Classe et puis une présentation de vous. D'accord. Bah, bonjour à tous. Désolé parce qu'on vient juste de réussir à se connecter il y a 2 minutes. Ça a été très très compliqué. Donc, on a passé beaucoup de temps. Donc, moi, Christophe Charret, je suis responsable méthode chez Class Tracteur. Alors, je suis chez Class depuis 25 ans et je suis responsable méthode depuis 8 ans maintenant. Voilà. Et donc, Thibaut qui Moi, je m'accompagne. suis ingénieur dans le pôle machine aux méthodes depuis 3 ans. Très bien. Voilà. Donc, Class Tracteur au Mans, enfin, l'entreprise Class, hein, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1913 par Monsieur Helmut Class, qui est un acteur principal de tout le machinisme agricole, avec les chiffres que vous pouvez voir, hein, et donc présent surtout dans une centaine de pays et 12 000 employés dans le monde. Là, vous avez tous les sites qui existent, qui sont présents dans 21 pays et sur 38 sites. Et après, on va voir un petit peu plus, on va se focaliser plus en France, où il y a trois usines de production, donc classe Le Mans, là où on produit les tracteurs. Il y a la classe Académie aussi. Il y a l'usine de Beauvais, pardon, qui est le GIMA, donc qui est situé à Beauvais, et à Wapi où on fait des presses. Donc voilà les trois sites principaux. Et après, c'est plutôt des filiales sur tout ce qui va être transport de pièces. Les quelques chiffres au Mans, donc là, on a dû baisser un tout petit peu, on était à peu près 1000 salariés. Il y a environ 18% de femmes dans l'entreprise. Il y a eu des investissements assez conséquents depuis 2003, depuis le rachat de Classe. Avant, on était bien sûr Renault Agriculture pour ceux qui peuvent connaître. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements dans un gros projet qui s'appelait Class Force il y a 5 ans maintenant, où il y a eu un investissement de 40 millions d'euros qui a permis la modernisation du site. Donc, vous pouvez voir que c'est une ligne qui est qui est assez récente. Et il y a eu beaucoup d'efforts de fait aussi sur toute la clarté dans l'usine, avec des systèmes on a des AGV, donc des systèmes automatiques guidés. On a été il y a 3 ans à notre maximum de capacité, on a même réussi à faire 62 tracteurs jour. Là, on est un peu plus bas, on est à 35 tracteurs jour, hein, mais les volumes commencent à remonter. On a des belles perspectives pour les prochaines. On est en une perspective de 10 000 tracteurs sur les prochaines. Et donc, il faut savoir que tous les tracteurs pour classe de cette gamme-là sont produits que chez nous, que au Mans. Donc, ça concerne tous les tracteurs de 80 chevaux à 400 chevaux, avec à peu près 6 gammes de tracteurs et dans chacune de ces gammes des puissances qui peuvent être différentes. Donc, on a une seule ligne de production pour tous ces différents modèles de tracteurs. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on a l'entrée principale qu'on a, que vous voyez donc là, main entrance, le site de production donc en vert un peu plus foncé. Il y a une seconde ligne qui est pour la cabine. On a une ligne peinture, donc on va assembler notre poutre, c'est-à-dire la poutre, on reçoit le pont arrière et la boîte de vitesse qu'on appelle la transmission, donc du JIMA, de Beauvais qu'on voyait donc juste avant, auquel on va couper nous le moteur, le châssis, le pont avant. Donc ça, c'est notre poutre qu'on va envoyer en peinture. Et ensuite, on va venir assembler tout le reste des éléments du tracteur. Il y a une partie ensuite finition et test des tracteurs avant de les expédier chez les concessionnaires. OK. Et nous, maintenant, donc on va évoquer finalement les solutions ergonomiques que vous avez, les solutions de manutention que vous avez sur le site du Mans pour accompagner vos opérateurs au quotidien, avec finalement différents outils à la disposition des opérateurs. Donc oui, alors il y a pas qu'une application, on va dire. Je pense qu'au quotidien, on fait attention à mettre en place des moyens pour les opérateurs pour avoir des solutions ergonomiques.
Là, on a cité 4 principales. Il y en a encore d'autres, hein. On a aussi des robots de peinture, par exemple, qu'on n'a pas cité, qui sont là aussi pour aider l'opérateur. Mais donc là, on va se focaliser sur tout ce qui peut être moyen de serrage. Il faut savoir que l'assemblage du tracteur, 80% de l'assemblage, c'est du vissage. Donc, c'est une grosse partie de notre activité. Pour manutentionner toutes ces pièces, les pièces tracteurs ou des sous-ensembles, on va utiliser des palonniers donc, qu'on réalise en interne avec une certification qu'on va voir un petit peu aussi après. On a des bras manipulateurs, donc des bras manipulateurs qui peuvent assister au serrage ou pour d'autres applications. Et après, des chariots spécifiques où là, on va être très vigilant à tout l'aspect ergonomique pour l'opérateur. Ok. Donc, tout ce qui est appliqué aux moyens de serrage, donc comme je disais, on a beaucoup de moyens de serrage, on a peut-être une centaine, enfin même plus que ça, de grosses applications de serrage, mais après, il y a plein de petites visseuses. Mais dès qu'on a des couples de serrage qui sont importants et on a besoin aussi de traçabilité, on va mettre des moyens de vissage asservis. Et dans ce cas-là, quand on a des moyens de vissage asservis et qu'on est au-dessus de 80 Nm, on va dire, on a besoin aussi d'avoir des bras de réaction pour pas que ce soit l'opérateur qui reprenne la réaction du couple de serrage. Donc on a 13 bras de serrage avec deux qui sont des fournisseurs de visseuses également, de Souter et Atlas Copco sont des fournisseurs de visseuses qui fournissent des bras de vissage. On en a deux également, et c'est la photo qu'on voit là et qu'on verra un peu après, c'est Reorev qui nous a développé un manipulateur pour les visseuses des roues avec un système d'anthrax variable en plus. Et on a des Dalmec qui servent pour le serrage. Et les premiers Dalmec qu'on a pu mettre en place ont maintenant plus d'une quinzaine d'années. Je pense que j'avais dû mettre les premiers en place lorsque j'étais technicien au vissage. Donc, comme je Ok. disais, donc, ça permet de reprendre le couple de serrage. Ça aide à la manipulation du poids des visseuses qui sont de plus en plus lourds. On va en voir certaines juste après. Et ça aussi permet de faire, par exemple, des moyens de retournement ou des entraxes variables. Donc là, c'est les trois marques qu'on peut avoir. Donc Dalmec, voilà, que je pense tout le monde connaît, auquel là, on voit au bout une visseuse avec un petit écran pour l'opérateur. Les bras Atlas Copco et les bras de Souter. En niveau ergonomie, sincèrement pour moi, alors j'espère qu'il n'y a pas de gens qui sont de chez Atlas ou de Souter, le mieux du mieux, c'est le Dalmec. Même si de Souter et Atlas proposent des bras, c'est pas leur cœur de métier. Pour moi, leur cœur de métier, c'est le vissage. Et quand on veut vraiment de l'ergonomie, c'est Dalmec. Ok. Merci pour ce retour, franc. Et donc là, on peut voir, donc il y a deux petites vidéos. Donc pourquoi on met justement ces bras de vissage. Là, on voit l'opérateur qui est avec une visseuse qui est assez encombrante, qui peut serrer jusqu'à 700 newtons, qui a un crowfoot à l'extrémité du bras de vissage que vous voyez. Il y a un crowfoot qui est assez imposant. Le crowfoot reprend toute la réaction et du vissage. En plus, il a besoin d'avoir plusieurs orientations, donc en dessous, au-dessus. C'est aussi l'intérêt du crowfoot, c'est que la tête de vissage seule, si on prend une visseuse sans crowfoot, on ne peut pas aller dans tous les endroits où on a besoin d'aller visser. Donc le crowfoot permet cet accès, il permet cette orientation, mais ça devient rapidement très encombrant. Donc le bras permet de soulager l'opérateur. Et puis on le voit. Ah, bah, la vidéo s'est arrêtée, Paul. Ah, ouais. Ah, mais c'est bon, c'est pas grave. Donc ça, Ouais. c'est avance un petit peu peut-être. Oui, voilà. Ça permet vraiment de voir. Il y a un moment, il appuie sur une manette aussi qui permet de retourner complètement la visseuse pour aller de l'autre côté. On l'a passé. On l'a passé. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment pour faire voir l'intérêt pour l'opérateur de ne pas manipuler, de ne pas non plus prendre la réaction du couple de serrage, qui est, je rappelle, donc elle peut aller jusqu'à 600-700 newtons à peu près cette visseuse-là. Ok. Et à côté, donc là, c'est. Ouais, Oui. je reviens juste sur une question de Sylvain qui était par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure, qui nous demandait pourquoi Classe Copco n'utilise pas directement les bras d'Almec. Parce qu'ils veulent essayer de vendre leurs bras. D'accord. Ils veulent essayer de vendre leurs bras, mais ils sont à la traîne. Ils sont à la Ok. traîne. Ils sont Dalmec, pas au-
Ils sont Ok, pas mal. Et là, c'est un moyen qui a été développé avec Reorev, donc Reorev qui se rappelle maintenant SDEI, qui nous a développé ce moyen pour prendre les deux visseuses, ces deux broches de visseuses pour serrer les roues. Et le gros intérêt aussi, là, c'est qu'il y avait besoin d'un anthrax variable, puisque les diamètres de roues sont différents d'un tracteur à l'autre. Et donc, vous voyez, l'opérateur peut facilement, avec ce bras, aller serrer les 8, 10 ou 12 écrous de la roue. Donc ça, et côté droit et côté gauche, il y a deux visseuses, hein, une de chaque côté. ok. Ah, tac. Donc On voilà passe au mon palonnier. vissage. Je ne sais pas s'il y a des questions propres au vissage. Et ben, je pense que c'est bon sur cette Parfait. partie-là, mais on reviendra, je te poserai Ouais, la ouais, question si je vois des questions qui arrivent. d'accord. Ensuite, on a donc tout ce qui peut être palonnier. Donc, dès qu'on a une charge supérieure à 12 kg, on s'impose de mettre en place quelque chose pour aider l'opérateur ou l'opératrice, hein, aussi. Donc, on a plus de 1000 palonniers dans l'usine, hein. On les conçoit et on les réalise en interne. On a une démarche d'auto-certification CE, suivant la directive machine. Donc, on fait une analyse de risque lors de la conception avec une note de calcul, un coef de 4. On va faire aussi tout ce qui est documentation, notice d'instruction pour les opérateurs. On réalise donc en interne avec une épreuve statique au coefficient de 1,5. Et ensuite, il y a un suivi périodique qui est fait, là, qui est plutôt piloté par la maintenance. Et ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a conçu ces moyens, donc on les met à disposition de notre bureau d'études sous Delmia pour que dès qu'ils sont en train de concevoir un nouveau tracteur, s'assurer que soit s'ils peuvent s'adapter aux moyens, tant mieux. S'ils peuvent pas, mais en tout cas le savoir très tôt au niveau du projet pour planifier les investissements, planifier les modifications qui sont nécessaires. Donc ça permet vraiment d'avoir une co-conception, un co-engineering avec le bureau d'études et d'être prêt très tôt. Là, on est en train de passer par exemple des factory prototypes de nouveaux tracteurs sur la ligne avec des moyens qu'on a déjà développés parce qu'on sait très tôt ce qui est à modifier sur le moyen et on essaye de l'anticiper au maximum. Alors qu'il y a, on va dire, j'ai connu il y a 15 ans en arrière, on attendait d'avoir les pièces et puis on concevait le moyen autour de la pièce. Donc Ok, ça a vraiment changé. Et donc on va voir quelques exemples qui sont juste derrière. Donc ce gros système-là, c'est un système pour prendre la chenille. La chenille, elle arrive d'un site CIT qui est en Allemagne. Le moyen qui a été conçu donc permet de prendre directement la chenille avec le contenant. Et là, on le voit, hein, sur le système au-dessus. Alors, on voit pas sur le côté, mais il y a un petit système où on vient adapter une visseuse et qui permet d'adapter le centre de gravité. On voit au niveau de la tâche qui est tout en haut avec la petite flèche rouge là. Ça permet d'adapter le centre de gravité suivant les types de chenilles, parce qu'on a deux ou trois chenilles différentes, et suivant si on est à vide ou en charge, voilà, ça permet d'adapter le centre de gravité. ok, Ce moyen est utilisé aujourd'hui en fabrication et permet donc de monter la chenille qui fait pratiquement une tonne 5, je crois, et le moyen doit faire à peu près autant. ok. Et là, sur les solutions ergonomiques que vous mettez en place, les palonniers, c'est des palonniers seulement mécaniques? Il n'y a pas de C'est palonnier. Non, alors ça devient, enfin, c'est plus compliqué, où il y a vraiment des spécialistes pour ça, hein, d'avoir des moyens avec des énergies pour faire une auto-certification CE. Donc tout ce qu'on fait en interne, ce n'est que du mécano-soudé. Voilà, ça nous permet de maîtriser vraiment cette conception-là et aussi la réalisation en interne. Donc Ok, là, c'est un autre moyen qui a été fait, c'est pour prendre toutes les cabines qui sont réalisées en interne. Donc on a trois qui sont identiques à ce moyen-là. Parce on a une ligne de préparation cabine, un autre quand on vient monter la cabine, et un autre qui est à disposition à la retouche. Et donc la spécificité de ce pavillon-là, c'est qu'il doit s'adapter à quatre types de cabines différentes.
Voilà, et après, c'est juste pour voir les notices qui peuvent être faites et où on dit à l'opérateur et aussi à la production où est-ce qu'il doit être vigilant, ce qui doit être surveillé tous les jours. Là, il y a un système, par exemple, si on voit plus sur la photo droite, un système de rotation. Donc ça, ils doivent le vérifier à chaque début de production. Vérifier aussi que les éléments qu'on peut voir en bleu sont présents. C'est tout ce qui va être c'est des pièces qui sont imprimées en 3D. Donc, on fait beaucoup maintenant de mécano soudés et qu'on combine avec des pièces imprimées en 3D qui vont venir protéger la partie métallique la partie en contact, soit sur la cabine ou sur le tracteur. Ok. Et cette partie impression 3D que vous intégrez à vos ensembles mécano soudés. Donc là, on a une certification CE sur une auto-certification CE Oui, sur ces éléments-là. Le fait que vous ajoutez des éléments d'impression 3D, non, c'est pas c'est pas. pénalisant, Les éléments qui sont en impression 3D ne jouent pas du tout sur la structure du palonnier. ok, C'est juste l'aspect qualité, on va dire. d'accord, ok. Ok. Et le fait que vous puissiez tout faire en interne, alors, j'imagine qu'il y a énormément d'avantages, mais est-ce que vous voyez des limites de votre côté ou c'est que du positif Les limites, je les ai en ce moment, c'est qu'on n'arrive pas à répondre. Ah, oui, d'accord, Je- ok. j'ai 4 dessinateurs et j'ai 4 métalliers, mais malgré ça, D'accord. on n'arrive pas à répondre. On a tellement de demandes par rapport aux nouveaux tracteurs que là, par exemple, en encours, on a plus de 200 demandes. Donc voilà, c'est Ah ouais, un ok. peu victime de notre succès, c'est Mm. que Bah, l'avantage, c'est clairement la réactivité en cas de. Allez, en une semaine, on peut sortir quelque chose, alors qu'en passant par l'extérieur, c'est impossible. Ok. Et là, face à cette contrainte, vous faites appel à de là, l'externe. Vous imaginez faire appel à l'externe ou... oui, on fait un peu appel à l'externe, on fait aussi appel à d'autres sites avec qui on travaille, Hmm, qui sont côté classe India, ok. euh, des prestataires. Enfin, là, oui, on est en train de se faire aider. Ok. Et c'est Ouais. une spécificité du site du Mans de faire ces solutions en interne ou On est vous un avez peu, d'autres? et alors, parce qu'on est beaucoup là maintenant, on travaille au global avec les autres sites qui sont en Arsvinkel ou en Hongrie. On est plutôt le benchmark du groupe pour l'instant sur ce qui est fait ici. Ok, bah tant mieux. Ça veut dire que ça marche Ouais. plutôt bien. Ouais. On arrive sur la partie des bras manipulateurs. Bras manipulateur, donc certains qu'on voyait tout à l'heure, hein, un bras de vissage, c'est aussi un bras manipulateur. Mais ceux-là sont vraiment spécifiques à autre chose que du vissage. Donc on a plus de 26 manipulateurs, on a même un peu plus que ça hein, sur le site. Donc là, on fait des consultations extérieures, donc c'est-à-dire qu'on passe forcément par la rédaction d'un cahier des charges. Voilà, Thibaut, il est un peu plus, je peux te laisser parler si tu veux un peu. Donc, ouais, rédaction d'un cahier des charges pour la consultation de fournisseurs et intégrateurs externes, avec une partie analyse fonctionnelle et puis comparatif des offres, discussion technique. Dans lequel on intègre la partie production et maintenance aussi, donc ils viennent signer ce cahier des charges et apporter éventuellement leurs remarques ou leurs contraintes pour essayer d'avoir des références communes pour certaines pièces ou des choses dans le genre. Une fois qu'on a sélectionné le fournisseur et que le moyen est en place à l'usine, on a des validations avec la production via des fiches d'essai et on a aussi une réception en interne avec le service HSE et CSSCT pour valider et confirmer que le moyen répond bien à toutes les normes et les impératifs de la directive machine et Ok. qu'en termes de sécurité opérateur, on n'a vraiment aucun souci de ce côté-là. Avec la mise en place aussi par la suite pour l'utilisation de fiches sécurité, d'opérations détaillées, que ce soit pour la maintenance ou pour les opérateurs, dossier production avec les contrôles journaliers, manuel d'instruction, les plans, enfin voilà, tout ça est documenté par moyen, par EAP, par zone dans l'usine Ok. pour être dans les clous par rapport à cette directive machine.
Et donc Ok, l'exemple dessous, c'est un exemple de document de réception, c'est juste la première page, hein, mais c'est un document qu'on a conçu, enfin qu'on a réalisé en interne, et qui, suivant les énergies, les moyens qui sont utilisés, peut faire 3 pages comme il peut en faire 10, ou avec l'expérience, l'historique qu'on peut avoir, on a recensé toutes les questions qu'on doit se poser à chaque fois. Et donc, il est validé par nous, par le HS, comme on disait, par la production, et également par la maintenance, qui, une fois que nous, on a validé, on a réceptionné ce moyen-là, c'est la production et la maintenance qui le fait vivre tout au long de sa, de la durée de l'utilisation, quoi. Et donc là, ouais, c'est ok, vraiment des Christophe par type d'énergie, par exemple. C'est un OK, not OK par rapport à la directive machine ou éventuellement des choses à compléter ou des remarques euh, pour la pré-réception et puis la réception définitive du moyen à l'usine. ok. Et lorsque vous intégrez un nouveau manipulateur, par exemple, est-ce qu'il y a des sessions de formation ou d'entraînement Oui, systématiques pour l'introduction ouais. Et Donc, ça, c'est l'équipe prod qui s'en charge ou... non, c'est donc en fait, nous, la côté IP moyen, donc on est l'interface avec le fournisseur, on fait les premiers essais, la mise en service, et Mhm. tant qu'on n'a pas de pré-réception, la partie production ne s'en sert pas. On est les seuls à se servir du moyen. Et après, D'accord. avec le fournisseur ou nous, il y a les formations opérateurs, et quand la pré-réception est validée avec le service HSE et CSSCT, et que les Mhm. formations sont faites, la production peut commencer à utiliser ce moyen, et sous réserve que cette pré-réception soit faite sans remarque bloquante. Ok. Et après, vous avez, j'imagine, des retours de l'équipe prod qui, Oui, eux c'est ça. aussi, vous... là, la fiche d'essai. Via la fiche d'essai Ouais, la fiche avec d'essai. les OK, not OK, et Ok. ces points qui peuvent être bloquants ou non pour libérer complètement le moyen à la production. Ok. Et Très bien. éventuellement apporter des modifications s'il y a des points qui sont bloquants. Ok. Donc là, on voit quelques manipulateurs, dont le dernier, c'est toi qui t'en es occupé, celui-ci, Ouais, ici, manipulateur donc, dans général. ce cas-là, c'était le renouvellement, donc l'achat d'un nouveau manipulateur pour les réservoirs suite à l'augmentation de la CMU et du déport d'un réservoir sur les tracteurs nouvelle génération. Euh, et donc là, c'est via un intégrateur externe qui intègre ouais, un bras de relevage sur un pont roulant, enfin sur une voie de roulement pardon, et un bipoutre entièrement motorisé, donc axe gauche-droite, montée-baisse, et qui permet de venir prendre ce réservoir sur un chariot une fois qu'il est complètement préparé et de venir le positionner sur le tracteur et de le visser, sécuriser sur le tracteur Ok. pour dégager. Et donc là, la particularité, c'est que on a peut-être une dizaine de réservoirs, de modèles de réservoirs différents. Mm. Donc, même si on a laissé l'étude et la réalisation à un fournisseur extérieur pour la partie manipulateur, on se garde en interne la partie interface qu'on voit à gauche en jaune là, où Mhm. à chaque fois, suivant les modèles de réservoir, nous, on va venir modifier, réaliser, essayer d'avoir des systèmes qui soient universels, mais on se garde cette partie-là puisque c'est que du mécano-soudé là sur la partie interface. Ok. Donc là, oui, effectivement, depuis qu'il est en place, il y a 3 nouvelles interfaces qui ont été réalisées par notre département via la métallerie pour les nouveaux réservoirs nouvelle génération. Ok. Et donc là, vous avez quelques petites vidéos justement de le bras manipulateur, donc qui est pour les roues, donc qui avait été développé aussi par ReHeroEv SDEI. Donc là, on peut prendre des roues jusqu'à 1 tonne 4 ou 1 tonne 5, je crois. On peut avoir un lestage de roues à l'intérieur, donc une galette. On a pu voir, c'était assez rapide, mais l'opérateur, il a juste un petit joystick, comme s'il jouait à la PlayStation, hein. Il a un joystick sur le côté droit. Et là, il a fini son opération, donc il vient juste mettre un écrou pour sécuriser la roue, le temps qu'il va enlever le manipulateur. Parce que s'il se positionne mal, s'il vient accrocher la roue, voilà, elle pourrait chuter. Donc il doit mettre cet écrou. Et donc on voit, il a une visu qui est vraiment au travers du cercle là, du manipulateur. Euh, et donc on en a deux comme ça, un côté droit et un côté gauche. Ok. Et comment ils utilisent cet outil? Le tracteur est en mouvement? Parce que je vois Non, au il est sol, en non? poste. Il est en...
Depuis que c'est là, s'il y a du jaune et noir, alors donc c'est qu'après il va bouger. Ah oui, Mais c'est surtout qu'une fois que les roues sont montées, il y a une table élévatrice qui est en dessous où il y avait l'AGV. Alors on voit les petits clignotants verts. Là, c'est l'AGV qui est en dessous. Il faut qu'on en arrive à enlever cet AGV du tracteur. Donc il y a une table élévatrice qui descend dans le sol, ce qui d'accord. permet au tracteur de se retrouver sur ses roues, de pouvoir sortir. Et après, la table va remonter et l'AGV va pouvoir sortir. On va ressortir. Ok. Donc là, c'est voilà. Là à droite, c'est l'application d'un nouveau manipulateur pour une porte, enfin une porte, c'est une porte vitrée. Donc on n'en montait pas, c'est la première qu'on monte là, sur une nouvelle cabine, la K09. Là. C'est la toute nouvelle cabine. Donc, et on voit avec une compliance qu'on peut avoir sur deux axes et un système à ventouse. Alors aujourd'hui, il s'adapte que sur on n'a qu'un type de porte, donc c'est assez facile. Et on en a un en préparation et un en montage sur la ligne. Donc là, Ok. c'est du Dalmec. Comme le système qui est à droite aussi, qui est du Dalmec, qui a un manipulateur de capot qu'on a changé il y a un an là maintenant, dû à la CMU aussi. Hein, le poids, tous nos tracteurs, tous nos modèles ont pris du poids. Donc on a dû revoir la conception. Et la particularité, alors ce manipulateur est à ventouse aussi. Et la particularité, c'est ce qui est intéressant, c'est la télécommande qu'on voit là, elle est très très basse. Elle est sur un guide. On va voir quand il va l'évacuer après. Je sais pas si on le verra. Ah, Mais la télécommande, elle fait un monte-baisse. Donc elle s'adapte. Quand il est en préparation, il est très bas. Donc on a besoin d'avoir cette commande qui soit très bas. Et, ok. euh, et à un autre moment, bah, il peut être plus haut, donc et qui peut s'adapter à la taille aussi de l'opérateur. Donc toute la partie commande peut voilà, bouger sur l'axe vertical. Je sais pas si on Ok. n'a peut-être pas été jusqu'au bout. Voilà. Et je revenais sur le système à ventouse. La partie ventouse, c'est Class qui le développe Non, ou c'est Dalmec qui vous fournit tout l'ensemble de la solution là? là, c'est Danmec qui a fourni l'ensemble. Ouais. Quasi Ok. après l'intégration du bras qui avait été fait sur une voie de, enfin, du bipoutre qui a été fait sur une voie de roulement qui a été fait via un intégrateur externe. Donc en gros, le bras peut se déplacer vers le tracteur et s'éloigner, mais en plus il peut le suivre si la GV se remet en marche sur quelques mètres. Ça a Ok. été fait par un intégrateur externe. Et l'autre qu'on avait en haut à gauche, bah, c'était une autre solution, mais avec des Ah, barres. Mais c'est pas grave. C'est une autre solution. Et là, ce qu'on faisait, alors on peut voir, c'est des chariots pour les toits. C'est une grosse activité. Hein. Il y a combien de chariots? Je sais plus. C'est une quinzaine de chariots. 14, j'aurais, ouais, Oui, 14. 14 chariots qui ont été mis en place il y a 3 ans maintenant. Donc le gros intérêt, bon, pareil, c'est des chariots AGV hein, qui sont sur une petite boucle, mhm. euh, mais qu'on voit plus sur la vidéo de droite où il y a un monte-baisse bah, voilà, pour des aspects ergonomiques pour l'opérateur et un système de rotation puisqu'il doit travailler sur les deux côtés du toit. Donc il y a un système de rotation et pareil, ce chariot s'adapte à tous nos modèles de toit. Ok. On a 5 types de cabines différentes avec derrière encore des options, avec des fois avec des toits ouvrants, donc avec des particularités. Et donc, pareil, qui avait été développé là aussi par le fournisseur Reorev, Ok. donc SDEI. Je pense qu'on arrive sur la fin, mais j'avais encore moi une question ou deux sur notamment est-ce que vous évaluez, à savoir si vous évaluez du coup le ROI des équipements que vous réalisez, comment finalement vous mesurez la baisse de, est-ce que vous mesurez la baisse de TMS ou des gains de performance? Est-ce que c'est des sujets chez vous que vous prenez en compte? Le gain de performance, il est forcément plus facile à mettre en avant. D'accord. Quand on a des accidents récurrents ou enfin, même des problèmes ergonomiques, ça nous permet aussi de justifier l'achat. Euh, Après, c'est assez difficile quand même à estimer, hein, sauf si Ouais. vraiment on l'avait, hein, par exemple, pour le manipulateur des roues. Hein, lorsque, il y a 6-7 ans, quand on était sur l'ancienne ligne, on sait que c'était un endroit très, très difficile pour les opérateurs. Il y avait souvent des opérateurs qui étaient en arrêt. Donc là, ça nous a permis aussi de justifier ce manipulateur. Mhm. Après, lorsque c'est des petits arrêts, c'est un petit peu plus compliqué. Ça, c'est clair.
Ce qu'on essaye de faire en plus maintenant au maximum, c'est d'anticiper. Donc, on a toujours des arrêts de travail, hein, forcément liés à des petits problèmes ergonomiques, mais qui sont pas, on va dire, qui sont pas suffisants pour justifier peut-être l'achat voilà, d'une ligne Ok, complète. Là, on peut voir, c'est forcément un mix entre, c'est lié à l'introduction de nouveaux tracteurs. mhm, Ça peut nous permettre de gagner du temps, de passer sur ce nouvel équipement. Et si ça peut résoudre aussi des problèmes ergonomiques, voilà, c'est un cumul plutôt, on va dire. ok. Est-ce que vous faites appel au service HSE ou au service, enfin, je crois que vous avez parlé d'infirmiers ou d'infirmières qui étaient présents sur le site pour. Si on a, alors après, ce qu'on fait aussi, on peut faire des cotations ergonomiques simplifiées, voilà, pour voir si effectivement il y a un risque ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est Ok, qu'on n'est pas dans des, quand on fait des cotations ergonomiques, il y a souvent la fréquence qui joue. On n'est pas dans des fréquences élevées. On n'est pas dans des tâches répétitives. ok, Donc, c'est difficile de jouer sur enfin, de jouer, ce j'en dire, levier-là. ce levier-là exactement. C'est pour ça qu'on s'impose déjà, comme on disait au départ, le poids, ces Ouais, 12 kilos. les 12 kilos. Après, c'est la répétition, c'est la fréquence qui peut faire que voilà, il peut y avoir un problème ergonomique. Donc, on fait des cotations simplifiées pour essayer de voir où sont les points les plus à risque. Mais quand on a fait cette nouvelle ligne il y a 5 ans maintenant, il y avait eu un relevé qui avait été fait de tous les points qui étaient un peu à risque au niveau de l'usine pour les prendre en Mhm. compte dans cette nouvelle ligne. Ok. Donc, c'est pour Et ça autant de manipulateurs, d'AGV et de moyens de levage, quoi. ok. Et ben pour moi, c'est bon au niveau des questions. Alors dans le chat, n'hésitez pas non plus. Mais je ne crois que c'est non. Bon bah tout était clair, super. Maintenant, moi, je vais passer. Je vous remercie, merci messieurs. De Je rien. vais passer à un petit mapping, un petit panorama pour prolonger un peu ces retours d'expérience. Ah, s'il y a une question, non, c'est bon. Donc pour prolonger ces retours d'expérience concrets. On souhaitait vous mettre un panorama des acteurs que l'on connaît au sein du réseau Idefor Mobility, des solutions disponibles qui sont sur le marché. En effet, au-delà des Bien. fournisseurs qui ont pu être cités par chez Gruo ou chez Class, on a des technologies qui émergent portées par les entreprises innovantes, des intégrateurs, des bureaux d'études. Et du coup, ce mapping n'est bien sûr pas exhaustif, mais il vise à offrir peut-être une meilleure lisibilité des typologies de solutions qui existent, qu'il s'agisse des bras collaboratifs. Voilà, on a Neoditech qui fait ça, on a Oratech aussi également de chez Europe Technologies, mais aussi on a des fournisseurs d'exosquelettes, notamment cités par Sylvain tout à l'heure avec Gobio, Ergo Santé qui sont présents également autour de Rennes. Voilà, et puis on a aussi dans le réseau finalement des personnes qui peuvent vous accompagner, des bureaux d'études ou sur des projets très spécifiques. Bon, bah, on a vu Créo Rêve à accompagner Classe sur différents sujets. On a aussi AMC Concept Industrie qui peut vous accompagner, qui sont situés à Châteaubourg. Moi, je voulais quand même faire un petit focus sur finalement des solutions qui n'ont pas été citées aujourd'hui, mais qui peuvent être aussi utiles et nécessaires, qui sont du coup les entreprises qui se développent des logiciels d'études ergonomiques. Donc, ces logiciels d'études ergonomiques, ils permettent d'évaluer, modéliser et d'optimiser des postes de travail. Ils arrivent plus du coup en amont afin de réduire les risques pour la santé des opérateurs. Et ils sont de plus en plus utilisés par les industriels. On a, je ne sais pas s'il est présent, mais on a peut-être une entreprise Arrow Technologies qui nous regarde avec Florent Binet qui sont en train de voir pour intégrer ce genre de solution. Et voilà. Sachez que ça existe et qu'on peut vous mettre en relation avec elle. Voilà, j'ai pas mis, mais bien sûr, Movency est adhérent au réseau, mais on a aussi Nawo qui est pas loin de chez nous, qui sont situés en Sarthe. Voilà pour ce petit panorama. Et je voulais finir pour les plus courageux qui sont encore là par rapport à une aide que l'on a identifiée et qui est sortie assez récemment pour conclure ce webinaire. Donc, ce dispositif de financement, il paraissait pertinent de vous le présenter parce qu'il permet de soutenir
des investissements ergonomiques. Donc, c'est une subvention portée par par l'assurance maladie, donc prévention des risques ergonomiques. Ce dispositif, il est intéressant parce qu'il peut couvrir jusqu'à 70% des dépenses engagées pour soit de la prestation d'études ergonomiques, mais aussi pour l'achat de certains équipements. Donc, c'est assez intéressant parce que pour les entreprises déjà, c'est éligible aussi pour des entreprises de plus de 200 salariés. Donc, aujourd'hui, on a très peu d'aides en ce moment pour les industriels, notamment pour les industriels de plus de 200 salariés. Donc, c'est plafonné à 25 000 euros, mais c'est voilà, pour un projet de 35 000 euros. Du coup, vous pouvez être financé à hauteur de 70% avec des projets voilà, financés à hauteur de 25 000 euros. Donc, voilà, c'est une enveloppe qui est pour la période 2024-2027, mais c'est une enveloppe aussi a été fixée, qui est assez, enfin voilà, avec des ressources finies. Donc, c'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi. Donc, pour les conditions d'éligibilité, je pense que de ce côté-là, voilà, je vous invite à vous retourner vers vos services RH, vos services sécurité, santé au travail ou HSE. Ils doivent être au courant si vous êtes à jour de vos cotisations sociales ou de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous, de notre côté, on a récupéré le cahier des charges. Donc, voilà, pour ceux qui nous écoutent, on peut vous accompagner sur ce type d'aide pour déposer un dossier pour être éligible à ce type d'aide. C'est donc un dispositif national, mais pris en charge par les CARSAT régionales. Donc, voilà, faites attention. Voilà, on voulait vous en toucher deux mots parce qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de dispositifs et on voit que c'est assez tendu de ce point de vue-là. Donc, on imagine que cette aide elle va être sollicitée par de nombreux industriels. Donc voilà, si vous avez un projet, on est disponible avec mon collègue Antoine Survaux pour vous accompagner. Donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Il me reste plus à remercier les intervenants. Merci Sylvain pour cette présentation de Gruo et le test, cette présentation sur les essais exosquelettes. Et merci Christophe et merci Thibaut pour la présentation des outils de manutention chez Classe. Merci d'avoir persévéré pour vous connecter. C'était sympa. De notre côté, juste un dernier élément. Vous allez recevoir très vite un petit questionnaire qui va vous permettre voilà, de répondre pour qu'on s'améliore sur ce type de présentation et d'animation. Donc, n'hésitez pas à répondre. Et puis, voilà, de mon côté, je reste disponible si vous avez des questions, pour y répondre. Donc, je vais vous libérer, Christophe, Thibaut et Sylvain. Merci, bonne journée. Merci, bonne Merci à journée. vous. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.